Le marteau du juge n'a pas su encore frappé, mais déjà la salle tremble sous le poids de l'histoire. Deux noms résonnent au-delà des murs, Julius Malema et Ibrahim Traoré, symbole d'un continent qui refuse le silence. Pourquoi tant d'hommes craignent-ils encore la voix qui réclame simplement que la terre d'Afrique appartienne à ses enfants ? Ce procès, né en Afrique du Sud, s'étire comme une ombre sur tout le Sahel, jusqu'au Burkina Faso, où le souffle d'une rébellion réveille la mémoire des peuples. Ce récit promet de dévoiler plus qu'un simple procès. Il expose la tension d'un continent entre mémoire et pouvoir. Comprendre ce moment, c'est saisir pourquoi l'avenir africain se joue encore dans les tribunaux. Le sort de Julius Malema n'est pas isolé. Il éclaire les chemins d'hommes comme Ibrahim Traoré, pour qui la souveraineté n'est pas un slogan, mais une exigence vitale. Chaque accusation, chaque mot prononcé dans cette salle de Pretoria rappelle à des millions d'Africains que la liberté politique sans justice économique n'est qu'une illusion polie. Ce qui est en jeu ici dépasse un verdict. C'est la redéfinition du courage, de la dignité et du droit de parler sans craindre l'empire. Alors, avant que le jugement ne tombe, restons pour écouter les battements du continent, là où la peur devient mémoire, et la mémoire, résistance. Le 23 janvier, à Pretoria, le jour du jugement approche. 7 ans d'attente, condensés en quelques heures décisives. 7 années pendant lesquelles la justice sud-africaine a poursuivi Julius Malema, l'accusant d'avoir tiré une balle en l'air lors d'un rassemblement politique en 2008. Mais dans un pays où près de 75% des terres arables appartiennent toujours à une minorité blanche, l'affaire dépasse largement la question d'une arme. C'est la peur d'une vérité nue. La terre, richesse et mémoire restent le cœur battant d'un empire qui refuse de mourir. Pour ses partisans, Malema n'est pas un accusé, mais le miroir d'une Afrique qui n'a pas encore achevé sa révolution. Les couloirs du tribunal sentent la sueur et la poussière d'un combat ancien. Sur les bancs, les visages sont tendus entre justice et revanche. À l'extérieur, la foule des bérets rouges de l'EFF scandent les mêmes chants que leurs parents sous l'apartheid. Et sur les réseaux, une autre bataille s'enflamme, celle des symboles. Des pancartes relient Julius Malema à Ibrahim Traoré, deux figures d'une même insoumission. L'un jugé dans une salle d'audience, l'autre défiant les puissances dans les arènes diplomatiques. Ce parallèle alimente un récit plus vaste, celui d'une Afrique décidée à ne plus demander la permission de se tenir debout. Ainsi, quand le juge entre dans la salle, il ne juge plus seulement un homme, il affronte une histoire qui exige réparation. L'Afrique regarde, suspendue, entre le marteau et la promesse d'un renouveau. Parmi la foule, un vieil homme lève le poing. Il dit avoir marché aux côtés de Mandela et reconnaît dans Julius Malema la même étincelle, celle qui brûle malgré les chaînes. À ses côtés, une jeune femme de Soweto filme la scène. Son père, mineur expulsé de sa terre, l'a élevée dans le souvenir d'un combat inachevé. Elle murmure « Ce n'est pas un procès, c'est une répétition de l'histoire. » Ces visages, ces voix, ne sont pas des anecdotes. Ils forment le cœur vivant d'un continent où chaque génération hérite non d'un futur, mais d'une promesse brisée. Au Burkina Faso, le nom d'Ibrahim Traoré circule dans les mêmes chants. Il incarne la version militaire d'un même rêve, que l'Afrique possède ce qu'elle produit. Lorsque ses discours sur la souveraineté atteignent Pretoria, ils se mêlent à ceux de Malema, comme deux rivières se rejoignant dans la tempête. Les observateurs appellent cela le syndrome Traoré-Malema. L'irruption de leaders qui refusent de la peur comme méthode de gouvernement. Ce phénomène dépasse la politique. Il touche à la psychologie d'un peuple longtemps enseigné à obéir. Et si ces deux voix étaient le signe qu'un continent s'éveille? La question est simple, mais la réponse, elle, pourrait tout changer. Tout commence en 2018, lors d'un rassemblement politique où Julius Malema harangue la foule sous les couleurs rouges de l'EFF.
Selon l'accusation, il aurait brandi une arme et tiré une balle en l'air, geste présenté comme la preuve d'un mépris dangereux pour la loi. La scène est filmée, disséquée, commentée, mais jamais une cartouche, jamais un étui n'est présenté comme preuve matérielle. Très vite, l'épisode quitte le terrain du fait divers pour devenir un symbole, celui d'un leader qui refuse de se plier aux limites fixées par l'ordre post-apartheid. Pour les partisans les plus attentifs, c'est le moment où la justice commence à ressembler à un outil politique plutôt qu'à un arbitre neutre. Les procureurs s'emparent du dossier. Audience après audience, ils répètent la même thèse. Un homme qui parle de terre et de souveraineté ne doit pas être autorisé à manipuler les foules avec des gestes de défi. De l'autre côté, la défense insiste sur les zones d'ombre, l'absence de preuves, le témoin censé lui avoir remis l'arme déjà acquittée. Chaque report d'audience, chaque renvoi étire le temps comme une corde tendue au-dessus du vide politique sud-africain. Le dossier devient un feuilleton judiciaire où l'issue importe moins que le message envoyé à tous ceux qui contestent la propriété de la terre. Entre-temps, le pays change. Les mineurs licenciés, les paysans sans terre, les jeunes diplômés sans emploi voient leur colère s'accumuler comme des nuages d'orage. Lorsque Julius Malema comparaît à Pretoria, il ne voit plus seulement l'accusé d'une affaire de tir en l'air, mais le porte-voix de leur frustration. Les chants de libération reprennent, les vieux slogans reviennent. Mais cette fois, ils s'accompagnent de pancartes où l'on lit le nom d'Ibrahim Traoré, comme pour rappeler que la bataille pour la souveraineté traverse les frontières. Dans les townships, on suit le procès comme on suivrait un match décisif, avec la sensation que le résultat dira quelque chose de la valeur de chaque vie marginalisée. Le jour du jugement, la tension atteint son sommet. Les rues de Pretoria se couvrent de bérets rouges, les hélicoptères tournent au-dessus de la foule, les caméras des chaînes internationales se braquent sur les marches du tribunal. À l'intérieur, le juge sait qu'un seul mot peut disqualifier Malema du Parlement et redessiner brutalement le paysage politique. À l'extérieur, une génération entière retient son souffle, consciente qu'un verdict trop lourd pourrait transformer la colère sourde en déflagration ouverte. Même ceux qui se méfient de Malema sentent que ce moment dépasse sa personne et posent la question du prix à payer pour contester l'ordre établi. Lorsque l'audience s'achève et que l'incertitude persiste, le temps des décalages commence. Les partisans promettent des manifestations nationales. Les groupes communautaires annoncent des grèves. Les analystes mettent en garde contre un choc économique et moral. Quoi qu'il arrive désormais, le procès a déjà produit son onde de choc. Il a relié la terre sud-africaine, les couloirs du tribunal de Pretoria et les rues de Ouagadougou dans un même récit de défi face aux empires anciens et nouveaux. Dans ce long frémissement, beaucoup comprennent que même un acquittement ne fera pas disparaître la question centrale. Qui possède vraiment la terre et au nom de qui le pouvoir parle-t-il? La force d'un mouvement se mesure souvent à la solidité de ses faits. Dans le cas de Julius Malema, les chiffres dessinent un contraste saisissant. Plus de 75% des terres arables restent détenues par environ 8% de la population, tandis que près de 30 des Sud-Africains vivent sous le seuil de pauvreté. Ce déséquilibre historique nourrit la flamme d'un combat que la politique officielle prétend avoir éteint depuis 3 décennies. Le procès, censé porter sur une balle tirée en l'air, révèle ainsi la profondeur d'un fossé économique et moral. Les chercheurs en économie du développement rappellent que l'Afrique du Sud demeure l'un des pays les plus inégalitaires au monde, avec un coefficient de Gini dépassant 0,663. Derrière ces chiffres abstraits se cachent des vies concrètes, des familles entières contraintes de travailler sur des terres qu'elles ne possèdent pas, des jeunes diplômés formés mais exclus d'un système verrouillé par des élites. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, cite souvent ces données comme preuve que la souveraineté ne peut être fragmentée. Elle est économique, politique et psychologique à la fois. Les observateurs internationaux notent que la tension actuelle est moins une crise judiciaire qu'un test de résilience démocratique.
Si Malema est condamné à plus de 12 mois de prison, il sera automatiquement déchu de son siège parlementaire, un détail juridique qui pourrait effacer du Parlement la voix la plus intransigeante contre la continuité coloniale. Les analystes redoutent ainsi qu'un tel verdict n'entraîne une polarisation accrue, un recul de confiance envers les institutions et, potentiellement, un effondrement moral du discours post-apartheid. Pendant ce temps, les sondages montrent une montée du soutien populaire. Plus de 58% des jeunes interrogés dans les townships déclarent comprendre ou approuver le message du leader rouge. Ce n'est pas un triomphe électoral, mais un signal. La colère se transforme en structure. À Pretoria, la foule ne compte pas les arguments juridiques. Elle compte les promesses non tenues. Dans cette équation, chaque pourcentage devient une blessure. Chaque statistique, une preuve silencieuse. Ce qui relie Julius Malema et Ibrahim Traoré dépasse la géographie. C'est la conviction que les chiffres mentent. Mentent lorsqu'ils ne servent pas la justice. Leur discours, nourri par la donnée mais enraciné dans la mémoire, inverse la logique du pouvoir. Et si la loi condamne aujourd'hui une voix, elle risque d'acquitter un réveil collectif. Les critiques du mouvement rouge affirment que Julius Malema est un populiste dangereux, que ses mots embrasent un pays déjà fragile. Selon eux, exproprier sans compensation reviendrait à menacer la stabilité économique, à faire fuir les capitaux et à plonger des millions d'Africains dans une nouvelle ère d'incertitude. Il souligne que les réformes doivent être graduelles, encadrées, discutées, non dictées par la colère des foules. Ce raisonnement, rationnel en apparence, repose sur une peur ancienne, celle du désordre des pauvres. Les défenseurs de Malema répondent par les faits. Depuis 30 ans, les promesses de redistribution foncière avancent à peine d'1% par an. Les réformes progressives servent surtout à apaiser les bailleurs étrangers. Pendant ce temps, le fossé s'élargit, les bidonvilles s'étendent, et la patience des sans-terre s'épuise. Dans cette logique, ce n'est pas la radicalité de Malema qui menace la démocratie, mais l'immobilisme de ses adversaires. L'un des slogans de l'EFF résume cette inversion. Ce que vous appelez chaos, nous l'appelons naissance. Ouais, pour Ibrahim Traoré, cette dialectique entre ordre et justice traverse toute l'Afrique moderne. Il a lui-même été traité de révolutionnaire imprudent lorsqu'il a décidé d'expulser les bases étrangères. Mais, comme il l'a déclaré dans un de ses discours à Ouagadougou, la peur n'est pas une politique d'avenir. Cette phrase, reprise à Pretoria, symbolise une filiation d'idées, celle d'une jeunesse qui préfère le risque de la transformation à la stagnation du confort. Le débat, dès lors, n'est plus entre légalistes et insurgés. Il oppose deux visions de la stabilité, celle qui protège les privilèges et celle qui ose redistribuer la dignité. Et dans ce face-à-face, l'histoire ne tranche jamais définitivement. Elle observe, patiente, puis revient demander « Qui, vraiment, a défendu le peuple ?» La vérité éclate lentement. Ce procès n'est plus une affaire nationale. Il est devenu un miroir continental. Dans chaque témoignage, chaque argument juridique, se glisse une peur plus vaste, celle de voir l'ordre ancien s'effriter. À mesure que les caméras filment les visages, les lignes de fracture s'élargissent. Les partisans de Julius Malema ne parlent plus de justice, mais de souveraineté bafouée. Au Burkina Faso, les mots d'Ibrahim Traoré résonnent comme une réplique lointaine. On ne peut pas bâtir la liberté sur la dépendance. Ces deux voix, séparées par des frontières, battent au même rythme, celui d'une Afrique qui veut écrire sa propre loi. Les chancelleries occidentales observent, inquiètent. Ce qu'elles craignaient depuis des décennies semble se produire. Un continent qui cesse de demander la permission. Dans les réseaux panafricains, la solidarité s'organise, les manifestes circulent, les symboles se transforment en stratégie. À Pretoria, le juge s'apprête à rendre son verdict. Mais
Déjà, l'audience dépasse la salle. C'est toute une génération qui attend de savoir si l'histoire peut enfin se retourner. Quand le marteau du juge s'abat, c'est tout un pays qui retient son souffle. Julius Malema n'est pas encore condamné, mais la possibilité de sa destitution plane comme une ombre sur le Parlement. Le verdict, quel qu'il soit, a déjà brisé le vernis de stabilité que l'Afrique du Sud affichait depuis la fin de l'apartheid. Et ce tremblement se propage, d'abord dans les rues de Pretoria, puis dans les campagnes, avant de gagner tout le continent. Au niveau national, les institutions judiciaires sud-africaines se trouvent face à un dilemme: appliquer la loi à la lettre ou préserver la paix civile. Une condamnation trop sévère pourrait déclencher des manifestations massives. Dans les townships, des collectifs citoyens prévoient des blocages de routes, des marches silencieuses et même des grèves coordonnées. Le pouvoir central redoute une contagion sociale, celle d'un mouvement où la légitimité morale prend le pas sur la légalité formelle. Sur le plan diplomatique, les chancelleries occidentales, en particulier à Washington, Paris et Bruxelles, réagissent avec prudence. Officiellement, elles parlent d'indépendance de la justice. En réalité, leurs communiqués trahissent une inquiétude. Si Malema tombe, il deviendra martyr. Et tout martyr, en Afrique, finit par devenir bannière. Ibrahim Traoré est cité dans plusieurs tribunes africaines comme symbole du refus d'obéissance à l'ordre global. Une photo où ces mots « la souveraineté n'est pas négociable » apparaissent aux côtés de Malema devient virale. Sur le terrain des acteurs non étatiques, les organisations panafricaines, les syndicats et les mouvements de jeunesse reprennent la cause. Des campagnes en ligne appellent à la solidarité. Un homme arrêté, un peuple réveillé. Des slogans comme « Justice pour l'Afrique »,« Traoré et Malema, notre voix commune » ou « Notre terre, notre droit » circulent partout sur les écrans et dans les conversations. Les médias occidentaux y voient un radicalisme numérique, mais sur le terrain, c'est une reconstruction identitaire. Le message n'est pas contre le monde, il est contre la dépendance. À l'échelle du continent, la réaction est immédiate au Burkina Faso, où des rassemblements spontanés honorent à la fois Malema et Ibrahim Traoré. Les pancartes disent « Deux voix, une vérité ». Dans d'autres capitales africaines, Accra, Nairobi, Kinshasa, les discussions s'enflamment. Et si cette génération refusait enfin la hiérarchie des nations? Les économistes parlent de décolonisation lente du discours public. Les sociologues, eux, évoquent une nouvelle phase d'unité émotionnelle. Dans cette chaîne de répercussions, le procès dépasse tout calcul juridique. Il devient un thermomètre de la maturité politique africaine. Chaque mot prononcé à Pretoria résonne comme une onde de choc à Ouagadougou. Et dans cette onde, un nom revient sans cesse. Ibrahim Traoré, preuve que la dignité, même menacée, peut encore inspirer des nations entières. Dans les mois qui viennent, 3 trajectoires se dessinent autour de ce procès et de ce qu'il révèle de l'Afrique du Sud et du continent. Dans un scénario de base, une braise reste cachée sous la cendre. Julius Malema reçoit une peine réduite ou un acquittement partiel. Il conserve, au moins temporairement, sa présence au Parlement, mais l'avertissement est clair. Toute parole trop frontale sur la terre où la souveraineté sera surveillée. Le gouvernement affiche une image de justice équilibrée, tandis que la colère populaire se transforme en vigilance obstinée. Les mouvements citoyens se structurent, créent des comités locaux, documentent les inégalités foncières, organisent des campagnes d'éducation politique. La tension ne disparaît pas, elle se décante. Le pays entre dans une période où la moindre bavure policière ou le moindre scandale de corruption peut rallumer la braise. Dans un scénario plus optimiste, le choc réveille davantage qu'il ne brise. Un verdict perçu comme injuste provoque des mobilisations massives, mais celles-ci demeurent non violentes, stratégiques, disciplinées. Les alliances entre syndicats, étudiants, collectifs de sans-terre et organisations panafricaines se renforcent. Le débat public se déplace. Il ne s'agit plus seulement de Malema, mais de la redistribution réelle de la terre, de la réforme des institutions, de la place de l'Afrique dans l'économie mondiale.
Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré est souvent citée comme preuve qu'une ligne dure sur la souveraineté peut inspirer des politiques concrètes. Des propositions de loi plus audacieuses émergent, et une partie des élites finit par comprendre qu'il vaut mieux céder sur la justice foncière que risquer l'effondrement moral du régime. Dans la pire des hypothèses, la fracture devient ouverte. Une condamnation lourde, ressentie comme un coup politique, déclenche des émeutes sporadiques, des affrontements, une répression accrue. Les autorités invoquent l'ordre et la sécurité pour restreindre davantage les libertés. Les médias dominants parlent de radicalisation, tandis que les quartiers populaires y voient la confirmation que la démocratie ne les protège pas. Dans ce climat, la tentation de réponses plus dures, puis plus militaires, se renforce dans plusieurs pays africains. Le risque le plus profond n'est pas seulement économique, il est psychologique. Une génération pourrait conclure que la parole ne suffit plus. Face à ces trois chemins, une recommandation de posture s'impose. Penser en termes de longue durée plutôt qu'en réaction immédiate et se demander, pour chaque geste, s'il renforce la dignité commune ou seulement la peur. Dans les jours qui ont suivi le verdict, la discussion a quitté les tribunaux pour envahir les cafés, les bus, les marchés. Les gens ordinaires, ceux qui ne votent plus parce qu'ils ont cessé d'y croire, parlent à nouveau de politique. Une vendeuse de légumes à Soweto résume l'humeur. Ils peuvent emprisonner un homme, mais pas ce qu'il a réveillé. Cette phrase circule comme un refrain, traduite en plusieurs langues africaines, répétée dans les radios communautaires. Dans les universités, les étudiants organisent des projections du procès, analysent les discours, débattent de la souveraineté et du partage des richesses. Dans les églises, les prêtres évoquent la justice sociale au lieu de la seule charité. Ce glissement est subtil mais profond. Il marque le retour du politique dans la vie quotidienne. Même ceux qui critiquent Julius Malema reconnaissent qu'il a réouvert une conversation que tout le monde redoutait. Et, au Burkina Faso, les images d'Ibrahim Traoré entouré de jeunes soldats circulent à nouveau. On y voit moins un chef d'État qu'un symbole de persévérance, une réponse à la résignation. Les visages qui, hier encore, baissaient les yeux face au pouvoir, commencent à regarder droit devant. Dans les moments où une idée traverse les frontières, il devient difficile de savoir où s'arrête l'indignation et où commence l'espoir. Pourtant, c'est là que réside la véritable victoire. Transformer la peur en conscience, partagée. Face à ce tumulte, une question émerge. Que faire maintenant ? Car dénoncer l'injustice ne suffit pas. Il faut organiser la justice. Dans les cercles militants, les économistes, les agriculteurs et les jeunes universitaires esquissent déjà une trajectoire commune. D'abord, il s'agit d'identifier les leviers réels. Un audit foncier indépendant, rendu public, permettrait de savoir exactement où sont concentrées les terres et les profits. La transparence devient ici une arme. Elle transforme la colère en donnée et la donnée en action. Ensuite, il devient essentiel de former des alliances régionales. Des pays comme le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, explorent des modèles de gouvernance souveraine où la terre et les ressources naturelles sont administrées localement. L'idée n'est pas d'imiter, mais de coopérer, partager les bonnes pratiques, renforcer la capacité institutionnelle sans dépendre d'experts extérieurs. Un troisième chantier consiste à redonner du sens à la loi. Les juristes africains appellent à une charte panafricaine de la souveraineté économique. Un texte cadre qui protégerait la redistribution des richesses des interférences étrangères. Cette charte, si elle voyait le jour, rendrait le procès Malema obsolète, car aucune justice ne devrait condamner la dignité. Enfin, il faut apprendre à mesurer ce qui compte vraiment. Pas seulement la croissance, mais la sécurité alimentaire, l'accès à la terre, la représentation des communautés dans les décisions. Les indicateurs de dignité doivent remplacer les indices de performance. Si ce plan reste fragile, il prouve déjà qu'une autre Afrique est pensable.
Une Afrique qui ne se contente plus de survivre, mais qui s'autorise à planifier son avenir. Lorsque le soleil s'est couché sur Pretoria, les chants ne se sont pas tus. Dans la foule, un enfant brandissait un petit drapeau rouge taché de poussière, souvenir d'une journée où la justice a vacillé. Mais la dignité s'est dressée. Sur les réseaux, des milliers d'Africains reprenaient les images d'Ibrahim Traoré et de Julius Malema, côte à côte, deux visages différents d'un même cri. Les mots du président burkinabé « Nous ne plions pas devant l'Empire » ont été partagés des millions de fois. Ils résonnent comme une promesse faite à ceux qui refusent de renoncer. Les larmes des anciens, la rage des jeunes, la fatigue des travailleurs. Tout cela devient matière à mémoire. Le tribunal, conçu pour juger un homme, s'est transformé en symbole du réveil d'un peuple. Et dans ce silence du soir, quand les micros s'éteignent et que les projecteurs se détournent, une vérité demeure. Les idées, elles, ne se jugent pas. Elles respirent dans les ruelles, dans les écoles, dans les cœurs fatigués. Ibrahim Traoré le sait, Malema le pressent. L'Afrique, elle, se souvient. Ce récit n'appelle pas à la colère, mais à la vigilance. Les révolutions ne tiennent pas seulement aux armes ou aux slogans. Elles naissent de la constance des voix qui refusent de se taire. Aujourd'hui, Julius Malema fait face à la justice, mais demain, ce pourrait être un autre. Et si le nom d'Ibrahim Traoré résonne au-delà du Burkina Faso, c'est parce qu'il rappelle à chacun qu'un peuple digne n'attend pas qu'on lui accorde le droit d'exister. Partout en Afrique, la même question se répète. Que ferons-nous du courage hérité de ceux qui ont parlé avant nous? La réponse n'est pas dans la rue, ni dans les tribunaux, mais dans la mémoire collective qui se réveille peu à peu. Alors, si vous croyez que la vérité mérite d'être dite, partagez ce récit. Parlez-en, débattez, transmettez-le. Le silence, dans ces moments-là, n'est pas neutralité, c'est l'abandon.